Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Il y a en France aujourd'hui, en 2018, 3 millions d'adultes illettrés et le chiffre grimpe encore si on compte ceux et celles qui sont en difficulté tout simplement avec la maîtrise de la langue. Derrière ces chiffres, ce sont des vies qui sont freinées, ce sont des emplois qui se perdent ou qui ne se trouvent pas. C'est pour ça que vous mobilisez. Thierry Lepan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous vraiment ce matin. Vous êtes le délégué interministériel à la langue française pour la cohésion sociale et aujourd'hui paraît « Osons vaincre l'illettrisme », votre livre, ou plutôt j'ai envie de dire votre coup de gueule, parce que ça fait 20 ans maintenant que vous en avez fait en quelque sorte votre cheval de bataille. Le déclic, vous l'avez en 2001 avec les Moulinex ? Oui, forcément, la fermeture des usines et puis les cellules de reconversion. Parce que vous découvrez quoi à ce moment-là ? Je découvre que des gens qui étaient à mes côtés tous les jours, y compris les élus du personnel, qui assistaient en réunion de la direction à mes côtés pendant plus de 10 ans, 15 ans. À l'époque, vous êtes à la CGT, évidemment. Oui, ne savaient pas lire et écrire. Voilà. Ne savez pas du tout lire et écrire et vous ne le saviez pas ? Non. Les stratégies de contournement sont d'un tel niveau, ils sont d'une telle intelligence qu'on ne voit pas. Ils se promènent avec un crayon à la main. Ils ont un cahier dans la main. Ils font semblant de regarder des choses, presque de prendre des notes. Et en fait, la page est blanche. Voilà. C'est frustrant. Et puis j'ai travaillé aussi au Conseil économique et social régional de Basse-Normandie il y a 25 ans. J'étais le premier en France à faire un rapport sur l'illettrisme d'un point de vue régional. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans une région où il y a une population qui est en situation d'illettrisme ? C'était la première fois dans le pays que ça se faisait. Alors, puisque vous parlez des régions, il y a aussi une disparité qui est réelle. Oui. On n'est pas tous confrontés à l'illettrisme suivant la région où on habite. C'est un peu comme la météo. Au nord de la Loire. Voilà. Au nord de la Loire, il y a plus d'illettrés. La France est coupée en deux. C'est la formule qu'on entend tous les soirs à la télévision. Quand on est en dessous de la Loire, il y a moins de situations d'illettrisme qu'au-dessus de la Loire. Voilà. Alors on l'explique par des questions de géopolitique, par des questions industrielles, par des questions sociales. Et il y a aussi un autre parallèle qu'il faut faire, c'est la courbe de la pauvreté qui est parallèle à la courbe de l'illettrisme. Ça veut dire qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne et suivant qu'on soit socialement reconnu ou moins reconnu, les situations de l'illettrisme ne sont pas les mêmes. Alors, illettrisme, et c'est important de le préciser, à ne pas confondre avec être analphabète. Non, ces gens-là sont allés à l'école, oui. Ils ont en théorie appris à lire et à écrire, sauf qu'ils sont sortis du système scolaire en n'y parvenant pas tout simplement. C'est ça l'illettrisme, c'est ça qu'ils cachent aujourd'hui. Exactement. Ce sont des gens qui ont entre 18 et 65 ans et qui ont eu la chance d'avoir été scolarisés dans notre pays. Alors il y a ceux qui n'ont pas du tout réussi à apprendre à lire, à écrire, à compter. Il y a ceux qui ont passé un diplôme de niveau 4, de niveau 5, un CAP, un BEP, et qui, 10 ans après, 15 ans après, ne savent plus lire et écrire parce qu'ils n'ont pas entretenu leur niveau de formation. Ils ont désappris en quelque sorte ? Ils ont désappris, oui. C'est pas comme le vélo. On dit toujours que quand on sait faire du vélo, on a appris à faire du vélo, toute sa vie on sait faire du vélo. Là, on voit qu'on peut à la fois apprendre et en même temps désapprendre. Comment se fait-il qu'on ne le voit pas ? Comment se fait-il qu'un patron, un collègue, juste à côté ne puisse pas s'en apercevoir ? À un moment, est-ce qu'il y a des signes ? Alors la plupart des gens qui sont au travail, puisque une personne sur deux en situation d'illettrisme se lève tous les matins et est au travail. Souvent, elle n'a pas été embauchée en situation d'illettrisme. Elle est devenue illettrée. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, entre sa formation initiale et le travail qu'on lui demande de faire tous les jours, il y a tellement loin de la coupe aux lèvres qu'elle n'a pas entretenu les savoirs qu'elle avait pourtant acquis durant sa scolarité ou à l'issue de sa scolarité. Donc on voit bien qu'il y a des efforts à faire. Alors après, comment est-ce qu'on le voit ? Alors je suis mal passé pour le dire, puisque moi pendant des années je ne l'ai pas vu, mais faut s'y intéresser. Vous savez, les fameuses formules qu'on entend parfois, y compris aux caisses de supermarché. J'ai oublié mes lunettes. Je vais en parler à mon mari, je vais faire ça tranquillement ce soir à la maison. Voilà. Ces formules-là, souvent, derrière ça, il y a un handicap en termes de lecture et d'écriture. Ça veut dire que ça reste tabou aujourd'hui en France ? Ah oui, bien sûr, c'est un sujet tabou. Oui, c'est un sujet. Alors comment on fait pour que ça ne le soit plus ? Comment on se saisit aujourd'hui du problème ? Vous faites des propositions dans votre livre, vous en avez 25. Sur 25 ans d'ailleurs, vous dites on peut changer les choses d'ici 2025. Oui. Comment on s'y prend ? C'est quoi le démarrage ? C'est l'école évidemment ? Oui, la formation ? Il faut
commencer par arrêter d'en produire. On a un système scolaire aujourd'hui qui produit 95% de réussite. C'est bien, c'est même très bien. Il faut gagner encore pour viser les 100%. Il faut faire en sorte que dans le travail, on puisse aujourd'hui apprendre et réapprendre, y compris le français. Quand on regarde aujourd'hui un plan de formation d'une grande entreprise, on s'aperçoit qu'on peut apprendre le mandarin, on peut apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le chinois, pas le français. mais pas le français. Voilà. Parce que dans notre système, on considère que une fois qu'on est passé à l'école, on sait les choses. Voilà, ce qui n'est pas vrai. Vous dites il faut de nouvelles enquêtes aussi pour recenser précisément le nombre d'illettrés, avoir une définition précise, affinée du problème. Comment on fait justement pour créer cette définition ? Alors la définition, elle est connue aujourd'hui, puisque c'est la définition qui a été travaillée par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui est admise par tout le monde, gardons-la. Voilà. Après, il faut retravailler les enquêtes de la vie quotidienne, de manière à ce qu'on puisse aller chez les Françaises et les Français pour voir avec eux, d'une part, quelles sont leurs difficultés et comment est-ce qu'on peut y remédier. C'est un acte militant que vous avez fait avec ce livre, évidemment. Un de plus, j'ai envie de dire, puisque vous étiez l'ancien numéro 1 de la CGT. Aujourd'hui, je ne peux pas vous laisser repartir sans vous demander quel regard vous posez sur la convergence des luttes qui est appelée, en tout cas à se dessiner dans ce qu'on entend du côté de la SNCF, du côté des facultés. Quel regard vous avez sur ce qu'on vit en ce moment ? Moi, je ne porte plus de commentaires sur les questions sociales pour une raison extrêmement simple. C'est que j'estime qu'on ne peut pas être et avoir été, quoi. Voilà. Il y a des gens aujourd'hui dont c'est la responsabilité. C'est à eux de porter un regard sur ces questions. Moi, j'ai un nouveau cheval de bataille qui est tout aussi prenant que le précédent, qui concerne presque 20% des salariés de ce pays et en règle générale de cette population française. Voilà, il faut que je me concentre uniquement sur ces questions-là. Osons vaincre l'illettrisme, c'est le titre de votre livre. Il sort aujourd'hui aux éditions Le Robert. C'est un plaidoyer et des propositions que vous faites, donc préfacé par Martin Hirsch, postfacé par Jean-Louis Borloo. Merci Thierry Leporte d'être venu ce matin. Europe 1.